Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes ravis de vous accueillir donc pour cette nouvelle webconférence. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, le sujet traité est non seulement un sujet très en vogue actuellement, mais au-delà de ça, qui est fondamental aujourd'hui dans un monde en perpétuelle transformation, comme vous le savez. Donc l'agilité est un élément essentiel dans ce monde-là. Posture et comportement agile, de quoi parle-t-on vraiment? Voilà le thème aujourd'hui de cette webconférence que nous allons tout de suite démarrer. Alors aujourd'hui, je suis accompagné, alors attendez, j'ai un petit souci pour faire passer les slides, ça y est, le souci est réparé. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de notre experte du sujet, Micheline Debain. Donc Micheline est partenaire d'Amplitude. Alors après une carrière, effectivement, en tant que responsable de projet stratégique en entreprise, Micheline s'est formée aux méthodes agiles Scrum, PCM. Elle est certifiée coach, formatrice PCM et Agile Profile. Donc cela lui confère en fait une approche concrète et très opérationnelle du sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Voilà donc pour les présentations. Donc bonjour Micheline. Bonjour à tous. Micheline, j'ai une première question pour lancer la webconférence. L'agilité, on en parle énormément actuellement. J'ai même l'impression d'ailleurs qu'on l'utilise un peu à toutes les sauces aujourd'hui. Sous quel angle finalement vas-tu éclairer le sujet aujourd'hui? Oui, tu as raison. L'agilité est à toutes les sauces, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je voudrais quand même faire un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que l'agilité en fait en entreprise. On a un niveau qui est le niveau de ce que j'appelle moi les méthodes, donc qui sont très liées à la façon de travailler d'une manière beaucoup plus technique. On va mettre en place des méthodes agiles. Je vais aborder aussi la partie comportementale et là, c'est un petit peu ce qui nous intéresse à travers cette webconférence. Si je mets les méthodes en place, eh bien, comment ça se passe au niveau des comportements. Et puis, il y a la partie organisationnelle et elle est beaucoup plus stratégique. L'entreprise a fait le choix, a décidé de mener une transformation qui souvent s'appelle la transformation agile. Bien. Alors j'ai oublié peut-être de préciser au début que vous pouvez tout à fait poser des questions. Vous avez un chat qui est fait pour ça. Donc on s'attachera évidemment avec Micheline d'y répondre. Si vous avez des problèmes d'ordre technique, c'est-à-dire les slides, je ne les vois pas, le son n'est pas bon, etc. Donc Annie se fera le plaisir effectivement de vous répondre là-dessus. Mais n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Alors moi j'en ai une de question. Pourquoi ce terme agilité finalement est-il si souvent utilisé aujourd'hui? À quoi cela est-il lié, Micheline? Alors, on va peut-être passer, voilà. Le terme agile, en fait, ça vient, c'est né il y a pas mal d'années de ça, dans les années plutôt 1990, et voire surtout dans les années 2000, et c'est né avec l'informatique, ça, soyons clairs, c'est l'informatique qui a déployé cette terminologie agile. Moi, personnellement, j'ai juste envie de vous dire que, avant de parler de terme agile, rappelons un petit peu pourquoi, en fait, l'agilité, ça arrive. Et ça arrive parce qu'en fait, nous sommes dans une économie dite, une économie de rupture. Si on prend le cas de, par exemple, Gutenberg. Bien connu. Je pense. Gutenberg, qu'est-ce qu'il a fait en fait, Gutenberg? Je pense qu'il a quelque part démocratisé l'écrit. Il a inventé l'imprimerie. Oui. Et en développant l'imprimerie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis à disposition la connaissance pour ceux qui savaient lire. Donc, il a fait une ouverture de connaissances auprès de ceux qui savaient lire. Il a généré une rupture à cette époque-là. Quelle époque, Gutenberg? 1450, poussière, un peu en dessous, dans ces eaux-là. Donc ça date pas d'hier. Voilà, donc bon, je pense qu'il était agile en fait, mais il ne le savait pas encore. Il ne savait pas. Mais bon, il a apporté quelque chose qui a fait que du jour au lendemain, on a eu un mode de fonctionnement qui est potentiellement différent. Nous sommes en train de vivre là actuellement une période de rupture qui est due au fait qu'on développe de plus en plus d'applications. Digital. On voit le smartphone, effectivement. Le smartphone, Blablacar. Blablacar, Uber, toutes ces nouvelles sociétés, en fait, elles ont généré une rupture du transport de la personne. Avant, on essayait d'appeler un taxi pour essayer de l'avoir et essayer de monter dedans. Aujourd'hui, on prend son smartphone et on est certain
que l'on aura un moyen de transport par un VTC Uber ou Marcel, moins connu, mais qui existe quand même. BlaBlaCar, eh bien, finalement, on peut passer d'un point à un autre sans être obligé de passer à prendre le train ou l'avion. On peut partager son transport avec quelqu'un. Donc, c'est cette économie-là que nous sommes en train de vivre en ce moment est une économie qui est liée au fait que ça va en fait assez vite là en ce moment, et voire même très très vite. Et l'agilité est assez souvent associée à rapidité, mais ce n'est pas que ça. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce sont finalement des événements de rupture qui provoquent ce besoin d'agilité, principalement. Ouais. Et ça n'est pas d'hier, puisqu'effectivement, tu remontes à Gutenberg. Alors, dans le vocabulaire agile, j'ai souvent entendu parler, moi, d'un vocable VUCA, V-U-C-A. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce que veut dire VUCA et qu'est-ce que ça, finalement, englobe? Oui, absolument. Alors, vu que c'est un acronyme qui vient de l'armée américaine, le V pour volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Alors, rapidement, volatilité, le marché, ce matin on achète des actions, elles sont à 15 €, à midi elles passent à 3, en fin de journée elles sont à 60. C'est brutal. Ben voilà, on est dans un marché complètement volatile. Nous sommes aussi dans une période économique qui est totalement incertaine. Avant, quand je voulais déployer mon plan stratégique à 3 ans, parce que je me rappelle, on travaillait beaucoup en plan stratégique à 3 ans, on regardait dans les rétroviseurs. Aujourd'hui, si on regarde dans les rétroviseurs, on a un peu de chance, on a beaucoup de chance que ça ne marche pas très bien. Il vaut mieux regarder devant que derrière. Je vais mettre de côté tout de suite la complexité, parce que c'est ce que je vais développer avec essentiellement. Juste pour revenir à ambiguïté. Ambiguïté, lorsque j'ai participé à une conférence avec l'armée française, ils me disaient, ben, tu vois, par exemple, Micheline, l'ambiguïté, c'est que nous, aujourd'hui, nous avons de plus en plus de mal à reconnaître nos ennemis, parce qu'ils sont virtuels. Ambiguïté, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, il reste complexité. Ok, merci Micheline pour l'éclairage VUCA. Alors finalement, pourquoi l'agilité émerge-t-elle finalement depuis quelques années et finalement se renforce énormément actuellement? Alors, je viens de dire, il reste complexity, il reste la partie complexe. C'est ça que c'est ça que tu veux développer. Soyons clairs. Imagine que demain, tu as quelque chose que tu veux développer, il y a de la technique associée. Aujourd'hui, développer sans la technique, c'est de plus en plus rare. D'accord, on a une partie en bas, la flèche en bas, qui mentionne l'axe technologique. Et puis, bien évidemment, il y a le besoin. On va exprimer des besoins, voilà. Quand on est dans la partie du zéro, on est dans dans un axe qui est plutôt dans du connu. Donc, on est dans de l'axe où on est dans du simple. Et donc, à partir de ce moment-là, les choses, elles sont connues. On peut travailler comme avant. Il n'y a pas de sujet. C'est bon. Par contre, plus on va vers l'incertitude, vers le chiffre 10, eh bien, on va rentrer dans une autre zone qui est la zone du compliqué. Compliqué, différence du compliqué et du complexe. Le compliqué, à force de faire, je vais apprendre à faire et je vais savoir le faire. Donc, c'est faire de la même chose. Je continue, j'apprends, je fais de la même chose. Je n'ai jamais pris le métro, je ne sais pas me servir du métro, mais à force d'apprendre, je finirai par savoir prendre le métro. D'accord? Pourtant, ça peut être très compliqué le métro pour certaines personnes. D'accord? Okay. Le complexe, lui, c'est quand on rentre dans une zone où c'est incertain au niveau de la technique et au niveau du coût des besoins. C'est un petit peu la digitalisation qui nous a amené ce monde du complexe, avec une technologie qu'on ne maîtrisait pas trop au départ, avec des besoins qu'on ne savait pas forcément très bien spécifiés. Quand on rentre dans le domaine qui est plutôt du inconnu que connu, il est fondamental de passer à l'agilité. Parce que l'on ne peut plus travailler avec les techniques. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler avec les techniques d'hier et d'être dans le business de demain, disait George W. Bush. Très bien. Et tu parles même de chaos?
Ah bah oui, alors là, le chaos, c'est on est au-delà de l'incertain, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop comment On on maîtrise doit plus rien, faire. hein. On ne maîtrise plus rien. Est-ce que tu as vu le film Apollo 13? Oui. Voilà. Eh bien, malheureusement, tu sais, ils ont un accident, et c'est le premier accident sur lequel ils ne savent pas du tout gérer Mhm. ce type de crise, hein. Donc, ils sont dans un chaos total. Qu'est-ce que va faire le commandant de bord, si je veux dire, le commandant du vaisseau? Eh bien, ce qu'il va faire, il va demander à ce qu'en bas, on lui envoie des instructions de plus en plus courtes, de plus en plus rapides, de manière à ce que lui, il puisse les tester au fur et à mesure. Parce que sinon, il n'aura jamais le temps de tout tester de toutes les manières. Donc il dit, bah, envoyez-moi ce que vous avez, de manière à ce qu'on puisse les tester petit bout par petit bout. Comme ça, je serai sûre que ça ne va pas cafouiller. Et puis surtout, ils vont se centrer sur ce qu'ils ont besoin. À un moment donné, ils ont besoin de 4 ampères pour pouvoir transférer de l'énergie. Ben, ils vont demander les 4 ampères et pas plus ni moins. On n'a besoin que de 4 ampères, ça nous suffit. On se focalise sur une partie qui est courte, qui va nous permettre de travailler de manière brève, entre guillemets. Donc l'agilité pour éviter finalement le chaos. Alors, on parle de méthode et comportement agile, deux notions différentes, mais finalement, qu'est-ce qui les rapproche, ces deux notions? En fait, la partie méthode reste la partie qui est dans le domaine du rationnel, qui est nécessaire pour un bon fonctionnement agile. On a besoin de s'appuyer sur des méthodes et elles sont d'ailleurs, au passage, j'en profite pour dire, elles sont très, très efficaces, soyons clairs. En revanche, elles seraient très moins facilement à mettre en place si on ne tient pas compte de la partie comportementale, qui elle est la partie émotionnelle. J'ai toujours envie de dire que la partie relationnelle, c'est la pensée, c'est le cadre, puisque dans les méthodes en fait agiles, on entend du cadre, hein, on met en place du cadre. La partie comportement, on est sur la partie émotionnelle. D'accord. C'est comme si j'avais effectivement un marteau et que je ne sais pas utiliser ce marteau quelque part, hein. Je ne vais pas devenir le meilleur bricoleur avec un très beau marteau. Il va falloir développer peut-être un peu de pédagogie pour que tu puisses apprendre à te servir de ça. Donc, si je comprends bien, hein, moi j'ai beau me former à toutes les belles et efficaces méthodes agiles du marché, si je n'adapte pas mon comportement, finalement ça ne sert pas à grand chose, c'est bien ça? Oui, complètement. Ça ne sert pas à grand-chose, comme tu le dis. Il faut associer la partie méthode avec la partie comportement, qui va nous permettre d'avoir un état d'esprit qui va s'orienter vers l'agilité, une attitude agile, une posture agile. Très clair. Alors là, bon, on a posé le cadre, hein, quelque part, entre la méthode et le comportement. Qu'est-ce que tu peux nous dire finalement d'un peu plus sur cette association méthode et comportement? Oui, ce que j'ai eu envie de rappeler un petit peu, avant d'aller plus loin sur la partie comportement et méthode, j'ai juste envie de rappeler un petit peu les 3 savoirs. On a le savoir-faire que tout le monde connaît. On va dire que le savoir-faire, c'est les méthodes, c'est la façon de travailler avec cette technicité-là. J'apprends les techniques. J'apprends les des techniques. méthodes et techniques. J'apprends et donc je vais les mettre en place. C'est un savoir-faire. En revanche, on a l'autre, vous savez, celui que l'on appelle le savoir-être. Là, le savoir-être, on est au niveau du comportement agile. Et c'est l'association du savoir-faire plus du savoir-être qui nous permet d'obtenir le savoir-agir. Dit autrement, c'est grâce à l'agilité méthode et grâce au comportement agile que l'on va pouvoir avoir un agile d'agir. Je comprends. Hein, donc c'est QFD, hein, quelque part. Si je veux combiner le savoir-faire et le savoir-être pour finalement ce qui est le plus important, savoir agile, je me dois de combiner les deux. Ah oui. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. Okay. C'est moins facile. Très bien, ça me va bien. Alors pour cela, finalement, quelles compétences dois-je développer? Alors, c'est assez amusant parce que dans les parties agiles, méthode, alors j'utilise le terme méthode parce que tout le monde l'utilise, mais nous savons, nous, agilistes, qu'on ne parle pas de méthode. Hein. On parle, oui, on ne parle pas de méthode, on parle plutôt d'un cadre de travail, mais c'est tellement utilisé que je finis par dire méthode, de manière à ce que ça ne porte pas. Et on parle d'agiliste. Ah bon, moi, je suis agiliste sur produit. Écoutez, je crois qu'on a tous appris un terme. Nous avons 3 piliers dans ce que l'on appelle notre cadre de travail agile. On a de l'adaptation, de l'inspection et de la transparence.
Et je me suis amusée à me dire, et en fait, finalement, face à ces trois piliers-là, on a trois compétences agiles à développer pour pouvoir répondre à ces trois piliers-là, qui sont donc de l'innovation, de la coopération et de l'anticipation. Qu'est-ce que l'on veut dire derrière adaptation? On veut dire que l'adaptation, c'est j'accueille le changement. Il est bienvenu. Vous savez, tu sais que les Français ne supportent pas le changement. Les Français, ils veulent maîtriser le changement. Je crois qu'on est tous là, effectivement, d'accord. Voilà. Mais en fait, à partir du moment où tu acceptes le changement, donc de l'adaptation, tu vas pouvoir aller activer des leviers qui sont de l'ordre de l'innovation. Pourquoi? Parce que tu ouvres en fait ton champ expérimental en développant de la pédagogie, en développant ce que l'on appelle de la rébellion constructive. C'est-à-dire que j'ai un levier que j'actionne et je me dis, mais finalement, si j'accepte d'ouvrir au changement, je vais potentiellement sortir de mon cadre. J'accepte de sortir de mon cadre, je prends les idées des autres et pourquoi pas les mettre en place parce que ça va peut-être fonctionner. C'est bien ça de l'innovation. Hein. Et on va dans du changement. Quand nous sommes au niveau de ce que nous appelons de l'inspection, quand nous parlons d'inspection, on ne veut pas dire par là, monsieur l'inspecteur, est-ce que le produit… conforme aux qualités. Alors, il l'est, mais ce n'est pas dans le sens inspection, je contrôle, c'est dans l'inspection, je montre le travail réalisé. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Et ce travail que j'ai réalisé, que je montre à mon client, parce qu'il ne faut pas oublier que l'agilité, moi j'ai envie de dire, ça a un seul objectif, hein. C'est de répondre aux besoins de son client. Hein. Oui, tout à fait, oui, on est d'accord. C'est la valeur première. Hein. Je veux répondre aux besoins de mon client. Hein. Donc, je montre à mon client ce que j'ai réalisé à travers une inspection et que j'aurais aussi fait des inspections au préalable avec les équipes avec lesquelles je vais faire une forte coopération avec ces équipes. Donc, derrière la coopération, qu'est-ce qu'il faut entendre? Il faut entendre que nous sommes au niveau de l'empathie. Donc, je vais être très orientée vers les équipes de manière à m'assurer qu'on a une empathie qui puisse nous amener vers un objectif commun. Et puis, je veux aussi ouvrir un autre levier qui est le levier de la synchronisation. D'où cette notion de coopération avec les autres qui vont me permettre d'avancer sur mon produit et de pouvoir montrer un produit à un moment donné qui fonctionne. Alors, tu dis coopération avec les autres, c'est qui les autres? Alors les autres, en fait, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Dans l'organisation. Mais oui. L'agilité, c'est vrai que c'est très, très, très estampillé informatique. Mais ce n'est pas que l'informatique, puisque c'est un cadre de travail. Oui. Donc, ça ne s'associe pas que à l'informatique, mais c'est estampillé informatique. L'informatique, sans le métier, ça ne le fait pas. On a besoin des gens du métier pour arriver à comprendre justement les besoins. Pour pouvoir passer à de l'agile, aussi bien au niveau des équipes métiers que techniques, on a besoin d'avoir le support du management. Et donc, tout le monde est impliqué dans cette notion d'agilité. Toutes les équipes doivent être embarquées. Okay. Transparence, dernier petit point. Donc, transparence, alors, ça évoque, je montre ce que je réalise à tout moment. C'est ça, hein. Transparence, honnêteté, enfin, il y a beaucoup de valeurs derrière. Hein. Eh bien, cette transparence va me permettre d'actionner cette compétence d'anticipation avec laquelle je vais pouvoir avoir ce qu'on appelle de l'intelligence de situation en fonction de ce qui est en train de se passer dans la pièce, avec ce qu'on appelle de la proaction, c'est bien au-delà de l'anticipation, c'est-à-dire que je vais mesurer mes conséquences. Si je fais ça, quelles sont les conséquences que je vais avoir derrière? Je les mesure, j'en tiens compte. Et je tiens compte des autres. Ok, donc ça c'est vraiment les trois compétences clés sur lesquelles je dois me former, sur lesquelles on doit se former pour rentrer dans le monde dit agile. Très bien, c'est très clair. Alors là on a posé vraiment beaucoup de théories.
Mais je pense que ce qui nous intéresse et intéresse les éditeurs avant tout, c'est du concret. Donc, as-tu un ou deux exemples concrets de situations dans lesquelles nous sommes intervenus et sur lesquelles on a obtenu des résultats, finalement, quelque part? Oui, alors deux exemples bien concrets. Le premier, c'est un industriel constructeur d'automobiles. Automobile. Automobile. Un grand. Un grand. Un grand, d'accord. Nous avons démarré un plateau dit agile, Oui. c'est-à-dire que ça veut dire qu'on met les équipes, on les colocalise et on les met ensemble sur le même plateau. On a démarré en octobre 2018. Voilà, ça fait maintenant 7-8 mois que je les accompagne. L'objectif? Oui, quel objectif? Réduire les plaintes, le délai. Ça, Réduire le délai des plaintes. des clients. Des clients. C'est très concret. L'agilité, focus, le client, la satisfaction client. Donc là, l'idée, c'était de réduire les plaintes, le délai des plaintes. Combien? Alors, l'ambition est à 50%, réduire le délai à 50%. C'est très concret, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a colocalisé toutes les équipes, on les a formées, reformées, re-reformées, et on est en présentiel et on les accompagne. On les accompagne sur la durée. On les accompagne sur la durée pour une bonne raison, c'est que le Français, il aime bien retourner à sa zone de confort. Le changement, ce n'est pas son truc. Donc, changer pour changer, ce n'est pas trop son truc, mais changer pour comprendre le bienfait de changer, ça, il aime. Et ça, il sait faire. Et donc, ça, il sait l'accueillir. À la fois formation et suivi dans le temps. C'est un petit peu nécessaire. Et quels résultats aujourd'hui constate-t-on alors? Là, pour le moment, on a des chiffres qui sortent. On est plutôt à une réduction à 30%. Quelques mois après. Quelques mois après. Des équipes ultra motivées. On a, dans le langage agile, on a ce qu'on appelle des product owners. C'est vraiment celui qui représente le produit et celui qui représente sa vision. Quand même, eh bien, on a des personnes engagées, on a des personnes qui sont passées à de l'autonomie. Dans l'automobile, dans l'industrie automobile, l'autonomie, ce n'est pas forcément le fort. Ce n'est pas forcément le mode de management de l'automobile. Et donc là, on passe aussi à l'acceptation de me prendre en charge et de savoir embarquer les équipes avec une autonomie derrière. C'est là-dessus qu'on les accompagne. Donc, de plus en plus notamment 3 product owners qui sont passés à une forme d'autonomie qui est quand même assez plus, moi je dirais. Donc là, objectif concret, résultat donc concret aujourd'hui et on va dire encourageant par rapport au fait qu'on est à quelques mois finalement des opérations qui ont été faites. Et puis, dans quelques temps, encore un petit peu de formation là avant le départ des coachs, puisque l'idée, c'est de les rendre autonomes. Et donc là, on rentre encore dans une autre phase de formation pour cette fois-ci leur passer la main. Ok. Peut-être un autre exemple sur notre angle de l'agilité? Tout à fait. Alors là, nous sommes dans le domaine de l'énergie, un grand groupe français de l'énergie. La demande, elle était que le top management souhaitait que l'entreprise passe à l'agilité, l'entreprise, pas le petit bout, pareil que les constructeurs automobiles. Donc, encore une fois, on sait tous que l'agilité vient venant plutôt de l'informatique. Là, le postulat était de dire on va former tout le monde. Toutes les fonctions d'entreprise. Toutes les fonctions d'entreprise. Et ça, c'est vraiment le point fort de cette démarche, c'est de se dire on va déployer la formation auprès de toutes les équipes, avec 3 façons de faire. 3 façons et en même temps qui se retrouvent à un moment donné. Donc, bien évidemment, les méthodes. Ça, c'est le fondement. On s'est dit. C'est la base. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On mélange en population, toujours pareil, la DSI, plus les métiers. Parce que comme ça, les métiers, ils voient qu'est-ce que la DSI a besoin d'obtenir pour qu'elle puisse travailler. Et ça les intéresse fortement. Autre volet, ensuite, eh bien, on passe à cette fameuse agilité comportementale où là, on passe une journée ensemble et on travaille sur le comportement agile et on essaie de voir un petit peu qu'est-ce que je pourrais plus agiliser dans mon comportement ou dans les organisations. Et puis, le 3e volet, c'était de se dire, on n'a pas forcément des personnes qui sont impliquées dans des projets.
Elles n'en ont pas pour le moment, mais par contre, on veut les rendre, leur donner ce vernis agile, on veut les acculturer à l'agilité et là, on leur donne une formation, dite culture agile et dans cette formation, on associe la partie méthode et la partie comportement. À quel but, quelque part? Pour que tout le monde parle le même langage? Tout le monde parle le même langage, tout le monde comprenne qu'est-ce qu'il faut mettre en place au niveau de son comportement. Qu'est-ce que ça a comme impact? C'est que très rapidement, on s'aperçoit que tout le monde doit être concerné, et particulièrement les managers. Les managers, même les managers à tous les niveaux. Donc là, il y avait méthode, comportement, tu as introduit là une troisième notion qui est effectivement la culture. La culture. Ça paraît effectivement très concret. J'espère effectivement qu'on a pu éclairer nos auditeurs à travers ces exemples-là. Finalement, on arrive au terme. Hein. Donc, quelle conclusion souhaites-tu donner, Micheline, sur Alors, message clé? j'ai eu envie de vous montrer cette image de ce fameux iceberg qui est assez bien connu de tous. Hein. Comme on peut le voir, la partie émergée, c'est juste 10%, c'est tout. C'est tangible, ça. C'est tangible, donc c'est le rationnel et en quelque sorte, ce sont ces fameuses méthodes, qui ne sont pas des méthodes, mais voilà, c'est la technique, la technicité, ce cadre dans lequel on va travailler. L'autre partie, eh bien, la partie comportement, c'est les 90% d'immergé. Et là, on est sur l'émotionnel, là, on est sur le ressenti. Et c'est sur cette partie-là qu'il faut travailler. Comme tu peux le voir, il y a quand même une grande différence entre... C'est ce que j'allais dire. C'est une association, mais un peu déséquilibrée finalement, entre la partie méthode et la partie comportement. Croire que l'on peut travailler en agile uniquement en s'appuyant sur de la technique, c'est pas forcément très raisonnable parce que, ok, on va avoir la technique et j'ai envie de dire ce what. Derrière, il y a besoin d'avoir ce comportement qui va se développer au fur et à mesure qu'on va travailler en agile. Comment je mets en application ces méthodes? Ok, c'est très clair. Nous arrivons au terme de notre webconférence, je l'ai dit. Juste pour vous rappeler qu'effectivement, Amplitude peut déployer, peut vous accompagner dans la mise en œuvre finalement d'actions visant à développer l'agilité dans votre entreprise. Et on parle bien là de méthode, de comportement et, troisième élément, de culture, sur les trois aspects. Dans votre entreprise, ça peut se faire soit au travers de formations traditionnelles, on va dire, par petits groupes, notamment dans un cursus, dans un cadre managérial, de formation managériale élargie. D'accord ? Ça peut être en accompagnement individuel. Alors quand je dis ça peut être combiné, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs bien souvent, de combiner formation et accompagnement, un accompagnement collectif, au niveau du management, au niveau du comité de direction, au niveau des directions, départements, etc. Ça peut être également, puisqu'on organise régulièrement des conventions managers sur 1-2 jours, dans le séminaire, sur une thématique, on peut sensibiliser déjà également l'entreprise avant finalement de déployer des formations sur la thématique donc, de l'agilité. Hein. Et puis si je comprends bien, Micheline, donc il n'y a pas que l'aspect formation dans le sujet. Non, il n'y a pas que l'aspect formation. Et je vois qu'on a effectivement une question. On a une question, Gracia. voilà. Les formations ont-elles été de groupe ou bien en travail individuel? Voilà, je crois. Eh bien, Gracia, les deux. En fait, les formations en groupe dans un premier temps, on a recentré les personnes en groupe dans un premier temps. Et ensuite, chez ce constructeur automobile, là, après 8 mois de démarrage, eh bien là, je suis en train de faire un travail individuel selon les demandes. J'accompagne les personnes de manière individuelle. La question qui est posée ici, Gracia, elle est pertinente parce que ce changement de posture est tellement énorme quand on a toujours eu un manager nous expliquant ce qu'on devait faire et là tout d'un coup on se prend en charge quelque part. Cette rupture-là, on voit là une autre rupture, elle peut être très violente et ils ont besoin d'être accompagnés individuellement. Donc c'est bien de combinaison des deux, effectivement, oui. Et de suivre dans le temps pour éviter, comme tu disais tout à l'heure, de revenir dans sa zone de confort, oui. Qui peut être la tendance. Oui. Je profite de l'occasion qui nous est donnée pour un petit flash info pour vous informer que Amplitude, donc dans quelques jours maintenant, le 12 juillet, déménage donc au cœur de Paris, au 36 avenue du Bagram. Nous serons ravis de vous faire découvrir de nouveaux locaux dès que vous le souhaitez. Voilà, donc petite information. Donc à partir du 12 juillet. Et puis donc, il nous reste, sauf si d'autres questions venaient, de vous remercier en tout cas pour votre attention. Donc notre promesse était de terminer à 12 h, donc on va tenir notre promesse.
Bien sûr, nous restons à votre disposition pour échanger plus avant sur ces sujets-là, hein, Micheline et moi-même. Et on vous donne donc un rendez-vous pour une prochaine webconférence en septembre sur une thématique qu'on vous dévoilera très prochainement. Alors je regarde parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont des remerciements, donc merci, c'est sympathique. Peut-être une question encore, même s'il est 12 heures, on peut quand même s'attacher à y répondre. Il n'y a visiblement pas de nouvelles. Beaucoup de merci. Beaucoup de merci. C'est nous qui vous remercions sincèrement d'avoir pris votre temps à nous écouter et espérons-le à poursuivre les échanges ensemble. Merci, merci, merci. Je regarde quand même. Bravo pour cette conférence. Merci, bravo. Écoutez, ça fait toujours plaisir d'aller déjeuner avec ces remerciements. Oui, moi je vous remercie infiniment parce que c'est quand même mon premier exercice. Mais réussi, visiblement. Merci encore, à très bientôt et on vous souhaite d'excellents congés d'été pour, j'imagine, la majorité d'entre nous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.